Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour une heure de débat économique comme chaque mercredi. Ce soir, on va vous parler d'exportation en Afrique. Cela fait pratiquement une année que l'Algérie a intégré la zone de libre-échange continentale africaine. L'Algérie et une quarantaine d'États africains souhaitent, sur le plan des affaires, intensifier les échanges commerciaux, être plus compétitifs et plus efficaces aussi. Alors, que s'est-il passé concernant la ZLEC, la zone de libre-échange continentale africaine, un an après l'engagement de l'Algérie à y adhérer? Quels seront les avantages, les opportunités pour les entreprises algériennes qui souhaitent exporter? L'Afrique qui compte énormément d'entreprises à très fort potentiel. Les entreprises algériennes peuvent-elles se faire une place et surtout peuvent-elles être concurrentielles au moment où, on le sait, le marché de principaux pays africains sont déjà dominés par nos voisins? Voici donc le débat que nous faisons ce soir. Et pour le faire, on invite monsieur Abdelrahman Mes'ab, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général et le gérant du groupe El Moqaddam, qui est une entreprise algérienne pionnière dans l'externalisation dans les pays africains. Vous avez une expérience de 15 ans dans la région de l'Afrique de l'Ouest. La société El Moqaddam de distribution est basée au Niger et, il faut le rappeler, coiffe 5 pays de la région, allant du Ghana jusqu'au nord Nigeria. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir également de recevoir monsieur Nadir Barboura. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes agriculteur, fils d'agriculteur, exportateur également. Vous êtes également fraîchement destiné pour être le président du Conseil national interprofessionnel d'arboriculture fruitière, un conseil qui attend son agrément. C'est bien ça? Tout à fait. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir également de recevoir monsieur Bouchlarem Khaled. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le DGCE, le directeur général du commerce extérieur par intérim au ministère du Commerce. Merci d'être avec nous. Voici donc pour nos invités. Ce soir, une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas de VTR, nous n'avons pas de reportage ni de commentaires à vous présenter, car nous avons eu un problème technique. Mais nous allons enchaîner tout de suite avec les questions. Alors, cette zone de libre-échange continentale africaine prévoit d'intensifier les échanges. Actuellement, elles ne sont que de 14% environ, en termes de flux d'échanges commerciaux. La zone de libre-échange espère augmenter ce flux et l'amener à 50% d'ici à 2050. Alors, au-delà de cela, Khaled Bouchlarem, que va apporter cet accord pour l'Algérie d'abord? Merci. Tout d'abord, effectivement, le chiffre de 15% du commerce intra-africain, il est réel. Il traduit une situation économique intra-africaine qui dure depuis plusieurs années. Elle a son impact aussi sur le commerce de l'Algérie avec les pays africains, sur les importations et exportations algériennes avec les pays africains. Ça ne représente que 1 à 2% du commerce extérieur de l'Algérie. Mis à part le potentiel des entreprises algériennes destinées à l'export, la réalité des chiffres, elle est là. On a importé des pays africains presque 1,2 milliard de dollars et on exporte 1,7 milliard. Par rapport aux 46 milliards d'importations et d'exportations que fait l'Algérie, c'est vraiment dérisoire. D'autant plus que les échanges commerciaux de l'Algérie avec les pays africains, en grande partie, se limitent avec les pays ayant déjà un commerce traditionnel. C'est nos voisins. Nous avons du commerce traditionnel avec nos voisins marocains, tunisiens et égyptiens qui coiffent presque 80% du commerce de l'Algérie dans le continent africain. Dire qu'il y a beaucoup de potentialités pour élargir le commerce algérien vers l'Afrique subsaharienne. Pour l'instant, donc, le commerce extérieur, plutôt les échanges dans le continent se limitent finalement aux régions du Maghreb. C'est bien cela, pour l'instant. C'est le constat des chiffres. Effectivement, il y a uniquement 20% des échanges de l'Algérie avec les pays africains qui partent vers des pays subsahariens. Les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 80% avec les pays maghrébins, d'ailleurs qui sont régis aussi par la grande zone de libre-échange arabe.
Alors justement, on va en parler dans un moment de cette zone de libre-échange arabe à laquelle l'Algérie a adhéré, dont les résultats sont très mitigés. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, Abdelrahman Saab, que cette zone va permettre aux exportateurs algériens ou aux opérateurs qui souhaitent exporter d'aller un peu plus en profondeur dans les régions de l'Afrique et aller au-delà de la zone du Maghreb? Oui, d'abord, je vous remercie pour m'avoir invité. Je pense qu'à partir du moment que nous partons, on va dire qu'on part de zéro, donc on ne peut que progresser. Si aujourd'hui les échanges qui se font entre pays africains sont à environ 14-15%, le potentiel il est énorme, surtout pour l'Algérie. Nous sommes un pays stratégiquement très bien positionné. Nous sommes entourés aussi par des pays limitrophes tels que le Niger, le Mali, qui sont aussi stratégiquement très bien positionnés. Donc l'Algérie, elle a tout à gagner quand on regarde dans la zone frontalière immédiate. Bien sûr que si on regarde l'ensemble des pays africains, le potentiel il est énorme. Si aujourd'hui nos échanges se limitent à 1 milliard d'importations, 1 milliard d'exportations, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup à gagner. Mais il y a beaucoup de choses d'abord à faire avant de pouvoir regarder les avantages que l'on va y avoir. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour améliorer, créer de l'emploi, générer de l'exportation et faire entrer des devises en Algérie. Nadir Baboura, votre point de vue sur les opportunités que peut offrir cette zone de libre-échange continentale pour les opérateurs exportateurs tels que vous, par exemple? Bon, l'Algérie, monsieur vient de le préciser, elle est géographiquement bien située. Certes, c'est la porte de l'Afrique, mais les pays aux alentours aussi sont des pays producteurs, enfin agriculteurs, exportateurs. Ils font beaucoup d'agriculture aussi. Maintenant, il y a les distances et il y a surtout, moi, ce qui... bon, on nous parle d'exporter en Afrique comme si l'Algérie ne faisait pas partie de l'Afrique. Enfin, je vois plutôt surtout une zone de... Enfin, plutôt d'échange, ça serait plus intéressant pour qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Parce que bon, depuis toujours, il y avait ce genre d'échange, enfin le troc. Et voilà, les frontières, elles sont certes réelles, mais sinon, on n'a pas trop d'informations par rapport à l'Afrique. L'Afrique, quelle Afrique? L'Afrique du centre, de l'ouest, je ne sais pas trop. Les pays voisins, il y a des différences culturelles. Monsieur pourra nous expliquer, enfin, les consommateurs. Parce que, qu'est-ce qu'on va exporter? Si c'est des produits agricoles, je ne vois pas trop, pour l'instant, c'est surtout les distances qui font barrière. Et toute la logistique qui va avec. Bon, il y a eu certes un nouveau... à Tindouf, ils ont enfin le nouveau passage. Il y a une ouverture du poste frontalier qui s'est fait assez rapidement, et voilà, il y a des caravanes qui commencent à acheminer nos produits, mais des produits agricoles. Je parle toujours par rapport à nos productions, l'arboriculture fruitière. Maintenant, c'est vrai qu'il y a mais il faut faire de la prospection, et pour cela, il faut aller sur ces pays. Il faut aller sur le terrain. Il faut rappeler que vous, votre expérience que vous avez... Moi, c'est surtout bon, l'Europe et les pays du Golfe, et voilà, parce que c'est, on va dire, les plus proches, malheureusement pour nous. Voilà, alors, justement, on parle de rapprochement, et cette zone de libre-échange continentale peut offrir ce rapprochement, justement, à travers peut-être des mécanismes. Qu'est-ce qui est prévu à l'intérieur de cette zone? Qu'est-ce qui est prévu en termes d'engagement par les uns et les autres pour pouvoir fluidifier les échanges commerciaux dans lesquels l'Algérie est partie prenante? Dans le cadre de la ZLECAf, il se déroule actuellement des pourparlers pour harmoniser la réglementation et les accords de l'OMC les accords de la ZLECAf d'une manière générale. Il y a eu un accord, une annexe concernant l'accès au marché des marchandises. Il y a eu aussi l'accès au marché des services. Il y a un protocole concernant le règlement des différends. Il y a toute une panoplie de textes qui sont mis en œuvre, qui se négocient actuellement, même au niveau de l'Union africaine,
pour harmoniser, pour avoir une législation commune. Ça, c'est d'une manière générale dans le cadre de la réglementation. Pour ce qui est de l'accès au marché lui-même, il y a les deux volets, marchandises et services. Pour les marchandises, il y a presque un consensus pour aller vers une libéralisation des marchandises du tarif douanier à 90% du tarif douanier. Donc il y aura 90% des produits de chaque pays qui vont être admis en franchise des droits de douane, et ça à l'entrée, 5 ans après l'entrée en vigueur de la ZLECAf. Il y a aussi... donc le démantèlement, on va dire, ou arriver à 90% au bout de 5 ans. Hein. Les 90%, c'est à l'entrée en vigueur. D'accord. C'est l'entrée en vigueur. Ensuite, il y a les 10% qui restent. Il y a 10% qui restent. Il y a maintenant 7% des produits qui sont considérés comme des produits sensibles, qui auront une période plus longue de démantèlement pour arriver toujours à 0%. Et ensuite, il y a 3% des produits du tarif douanier qui vont être exclus de la franchise des droits de douane. Donc, il y aura toujours des produits qui seront protégés, qui rentreront dans chaque pays avec paiement des droits de douane. Pour ce qui est des services, c'est une autre démarche. Il y a l'identification des secteurs à ouvrir entre les pays africains. Donc, ça se négociera. C'est des négociations bilatérales. C'est des négociations, c'est des offres, c'est des requêtes et des offres par pays pour arriver à une masse critique de produits qui vont être exonérés des droits de douane. Donc, chaque pays, il est en train de faire des consultations nationales pour identifier quels sont les produits sensibles et quels sont les produits à exclure de la franchise des droits de douane dans chaque pays signataire de la ZLECAf. Oui, oui. Est-ce que cet enjeu de défiscalisation, évidemment, cela permettra une meilleure concurrence pour les produits algériens, mais est-ce que aujourd'hui, les produits algériens, vous avez une large expérience dans la distribution de certains types de produits agroalimentaires, automobiles et autres. Est-ce que cet aspect va régler le problème de difficulté de concurrence qu'ont les produits algériens ? C'est sûr que lorsque tout va rentrer tout sera mis en place pour qu'on commence à exporter des produits algériens et qu'on aura moins de douane à payer, on aura des avantages dans tous ces pays qui sont limitrophes et ailleurs. Ceci dit que la concurrence sera toujours là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de concurrence. Il faut bien comprendre que dans un premier temps, la zone... C'est surtout la compétitivité qui est difficile à avoir. Voilà, en fait, les produits algériens, avant de parler uniquement de la zone de libre-échange, on doit d'abord se préparer nous-mêmes avec nos produits. On doit s'assurer qu'on a normalement une valeur ajoutée internationale. Et en général, c'est très difficile pour les produits algériens d'avoir cette valeur ajoutée internationale, même si, quand on va être dans un autre pays, on va payer moins de douane, on ne va pas payer de douane. Parce que de l'autre côté, vous avez d'autres concurrents qui viennent, qui sont des fois africains ou des fois d'autres pays. Donc quand vous avez des concurrents qui viennent de l'Inde ou d'autres pays où ils ont une forte économie, où ils ont une forte valeur ajoutée, et on a des difficultés à les concurrencer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rentrer dans ces marchés-là. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas aller sur tous les produits aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mener tous les segments, tous les types de produits, ne peut pas être concurrentiel en tout cas sur les marchés africains, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Pas tous les produits, mais on a des produits où nous avons une valeur ajoutée qui nous permet d'être compétitifs dans certains pays, dans certains produits de l'agroalimentaire, dans les produits de l'électroménager, dans les matériaux de construction, pas tous, mais dans tous ces produits-là, il y a des produits qu'on peut identifier où on est compétitif, où on peut se placer. Et bien sûr, il va falloir rester vigilant parce que la concurrence aujourd'hui, elle n'est pas seulement internationale, elle est locale, africaine. Vous avez aujourd'hui des investisseurs étrangers qui investissent au Nigeria, au Ghana, des sommes importantes dans des usines et qui fabriquent localement, que ce soit de l'Inde, de la Turquie, de la Chine, dans les produits, par exemple, vétérinaires, dans les produits pharmaceutiques, dans les produits de matériaux de construction.
Vous les avez au Ghana, vous les avez au Nigeria, et même dans les pays qui sont les pays limitrophes à nous, comme le Niger ou le Mali. Donc la concurrence, même si elle reste locale, elle a quand même des investissements. Est-ce que le fait justement que l'on ait très peu de produits connus, les produits algériens sont très peu connus en Afrique, le fait qu'on n'y soit pas installé avec un certain nombre de produits, est-ce que cela ne nous donne pas finalement un train en retard par rapport à nos voisins du continent africain, Nader Bamoua? Oui, voilà, comme je vous l'ai dit, enfin je vous l'ai demandé, les modes de consommation, on va dire culinaire, les différences culturelles. C'est-à-dire est-ce qu'on doit adapter nos produits avec un certain marketing, enfin je ne sais pas, un pactage pour certains pays. Il faut, voilà, parce qu'il y a des différences énormes entre certains pays et voilà. Donc, oui, en fait, il faut cibler les pays où on a un fort potentiel. Nous, on a la chance d'avoir le Niger, et vous traversez le Niger, vous avez le Nigeria où c'est 200 millions d'habitants. Donc on a cette chance-là, on devrait plutôt la saisir. C'est sûr que l'emballage, il compte beaucoup pour certains pays africains parce que la perception de cet emballage-là fait que le consommateur va acheter plus ou moins. Parce que malgré qu'on ait une langue, on va dire, commune, et certes, il y a une communication qui pourrait passer, mais ça ne fait pas dire qu'on on pourra faire des affaires. Les affaires en Algérie ou en Tunisie ou autre ou ailleurs, chaque pays a ses conditions. Enfin, donc voilà. Il faut s'adapter. Il y a lieu de s'adapter. De s'adapter, de faire des études. On va aussi poser la question à Khaled Bouchlaroum. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a beaucoup de retard par rapport à ses voisins? On s'oriente vers une zone où nous serons tous lotis à la même enseigne, sauf sur le fait que nous ne soyons pas aussi offensifs que les autres pays de la zone et aussi présents dans ces régions-là. Je dirais autrement, je dirais qu'on a une marge de progression. Dernièrement, avec la nouvelle dynamique du secteur, on est en train de faire des efforts de prospection de marché et de faire connaître les produits algériens à l'international. L'année passée, on a fait pas mal d'expositions spécifiques de produits algériens à l'étranger. Il y a eu la semaine économique et culturelle à Washington, il y a eu la foire de Gand où l'Algérie était l'invité d'honneur. Il y a la foire de Nouakchott, l'exposition spécifique des produits algériens à Nouakchott, qui a eu vraiment un franc succès et que les produits algériens, les consommateurs de la Mauritanie, ils ont redécouvert les produits algériens. Certes, on était absent durant les 2 dernières années d'une manière récurrente, on était présent par à-coup, mais avec ces foires, avec ces présentations des produits algériens à l'étranger, les consommateurs étrangers commencent à s'intéresser aux produits algériens, avec une certaine qualité, avec certaines normes. Ceci dit, le défi qui maintenant reste à la charge des opérateurs économiques, c'est la continuité de l'approvisionnement du produit lui-même dans les marchés ciblés. On a constaté que des produits algériens pénétraient des marchés, mais ils ne demeuraient pas. Ils restaient 1 année, 2 années au maximum. Donc, dans la langue, dans le long terme, c'est la solution pour que les produits algériens pénètrent et demeurent sur les marchés, notamment en visant les grandes surfaces et tout dépend des pays africains, les supérettes, là où il y a des demandes, des nouvelles marques. Oui. Je voudrais juste rectifier une information concernant l'accès au marché des marchandises. J'ai dit tout à l'heure le démantèlement tarifaire pour rassurer les opérateurs économiques. Le démantèlement tarifaire ne commence pas à la date d'entrée en vigueur de la ZLECAf, mais il y a une période de transition pour éliminer progressivement les droits de douane. Nous, durant cette période... donc les 90% n'interviennent pas au moment du démarrage, on va dire, effectif de Exactement. Il y a une période de transition que nos opérateurs économiques peuvent utiliser comme une matière pour s'approprier les marchés africains et aller d'une manière progressive placer leurs produits. On peut commencer avec des produits de large consommation ou bien avec de fortes valeurs ajoutées
tels que les produits blancs, les téléviseurs, là où il y a un excédent de la production nationale, dans les pays limitrophes. On parlait tout à l'heure avec le collègue, il y a effectivement le marché de la Mauritanie qui donne accès à toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Il y a aussi l'intéressant marché du Niger qui donne accès à une zone, à un pays avec 200 millions de consommateurs, c'est le Nigeria. Donc il y a toute une potentialité. Maintenant, le gouvernement il est en train d'accompagner les opérateurs économiques. Je l'ai dit, je le redis, il y a le temps, le timing des opérateurs économiques, il y a le timing de l'administration algérienne. Maintenant, le gouvernement algérien veut gagner ce décalage horaire. On est en train à chaque fois de faire appel aux opérateurs économiques en les invitant à se constituer en filière, en association, en cluster, en club, pour essayer de se constituer une force de proposition. Et tout cela, c'est un travail collégial, soit intersectoriel au niveau du gouvernement, soit avec les opérateurs, soit des produits agricoles ou des produits industriels. Mais pour quelles raisons, selon vous, les opérateurs ont tendance à exporter par à-coups? Ils n'ont pas le souffle long, ils proposent des produits pendant un temps et ces produits-là disparaissent. Il n'y a pas de fidélisation des produits à l'export, en tout cas dans les régions de l'Afrique. Écoutez, la raison est très simple, parce que vous avez des producteurs qui veulent eux-mêmes être exportateurs et développer la distribution dans certains pays. C'est très difficile. Un producteur a déjà beaucoup de difficultés à produire ce qu'il doit produire, dans la qualité qu'il faut, dans les délais qu'il faut, et être régulier dans son prix et dans sa valeur ajoutée. Donc si vous arrivez déjà à développer ça, il faudra qu'en Algérie, qu'il y ait d'autres sociétés, parce que l'export, c'est un métier à part. On ne peut pas être producteur et exportateur. Les grandes nations... Là, les grands groupes arrivent à le faire. Les grands groupes qui ont une taille critique, qui peuvent créer une filiale ou un segment qui s'occupe de l'exportation, c'est possible. Ils le font par l'intermédiaire d'autres distributeurs qui, eux, prennent le relais. Si vous prenez les grands groupes, ils ont toujours analysé bien le marché qu'ils vont attaquer ou qu'ils vont essayer de conquérir, et ils placent un distributeur. Et c'est à ce distributeur-là de faire le travail. Mais l'usine se concentre sur le produit. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de fabricants ou de producteurs algériens qui essayent d'aller vers l'export. Malgré les difficultés qu'il y a, ils essayent. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à avoir le souffle qu'il faut. Parce qu'il faut... Il ne faut pas avoir juste un petit département avec une personne. Vous voulez dire que c'est un savoir-faire, que ce n'est pas un problème de quantité de produits disponibles à mettre sur les marchés? Il y a d'abord le produit. Il faut avoir une régularité dans le produit qu'on veut mettre sur place. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de producteurs algériens qui ont déjà acquis ça. Mais une fois qu'ils se concentrent sur la distribution, ils commencent à lâcher un peu sur le prix, la régularité de la qualité du produit, la régularité de la disponibilité. En fait, vous avez 4 choses qu'il faut toujours avoir. Le produit, la qualité du produit, la régularité de la qualité et la régularité de la disponibilité. Donc, si vous êtes régulier dans tout ce que vous faites, votre produit va toujours être disponible sur ces marchés-là dans les mêmes conditions. Et dès que ces variables-là ou ces paramètres changent, automatiquement, le consommateur, il va changer et vous allez diminuer votre part de marché. Et il va laisser la place à d'autres. Et surtout, il faut en fait comprendre qu'en Afrique aujourd'hui, les modes de consommation changent. Il y a 10 ans, si vous prenez, on va prendre juste quelques pays tels que le Mali ou le Niger, ou même le Burkina, il y avait le marché, un grand marché. Vous allez à Bamako, vous allez à Niamey, ou vous allez à Ouaga. Voilà, mais aujourd'hui, c'est différent. Vous avez plein de petits supermarchés, même des grands supermarchés qui se mettent en place. Et il faut qu'on s'adapte, qu'on ait des opérateurs qui sont capables de fournir tout un ensemble de produits à ces réseaux de distribution. Donc il y a ces changements aussi qui affectent notre façon de pouvoir placer nos produits algériens sur ces pays. Nadir Barboura, vous êtes d'accord avec le fait de dire qu'un producteur ne peut pas être exportateur? Justement, en tant que producteur et transformateur, bien sûr. Mais voilà, ce qui fait défaut, c'est surtout cette logistique qui est très... On est quasiment... Bon, c'est très compliqué parce que, voilà, il y a des coûts. Et ces coûts de transport, voilà, par exemple, monsieur, pour encore nous l'expliquer, puisqu'il est installé dans la zone,
voilà, pour un conteneur maritime, puisque les voies terrestres sont, je parle du Niger bien sûr, donc on doit envoyer nos marchandises par conteneur maritime. Oui. Donc là, ce qui va se passer par rapport aux compagnies, on va faire du transbordement, c'est-à-dire que mes marchandises vont être vont partir en Italie, à Gênes ou je ne sais pas trop, à Marseille, et de là vont faire passer par le détroit de Gibraltar pour faire le tour et aller à destination. Tout ça, ça a des coûts. Et voilà, il faut demander la fourchette. D'où l'intérêt, vous voulez dire, d'avoir recours à des personnes qui sont installées, ou des distributeurs, ou des personnes qui sont capables dans le métier et de placer les produits. Tout à fait, oui. Parce que, en fait, ça dépend du pays ou du marché que vous visez. Donc si vous visez le marché du Niger, c'est vrai que votre conteneur, il va quitter l'Algérie, il va faire tout le tour. Voilà. Il va aller au Bénin, et du Bénin, il va encore faire 2000 km pour aller au Niger. Et ça va me venir à combien? Je ne sais pas trop, moi. Non, mais ça reste toujours compétitif. Mais aujourd'hui, l'Algérie est en train de mettre en place, avec la Société nationale de transport, le J-Trans, normalement, si tout se passe bien, au contraire, on a tout à y gagner. Parce que le camion ou le conteneur va quitter votre usine, va traverser le Niger. Déjà, il va faire Alger, Tamanrasset ou Ingizam, c'est 2400 km en quelques jours, 3 jours, 3-4 jours. Et après, en une semaine, votre marchandise, elle est au Niger. Elle peut être consommée. Alors que si elle faisait transbordement par l'Espagne et revenir à Cotonou 15 jours pour le mettre sur camion et une semaine pour l'amener avec 2000 km, donc normalement, ça dépend des pays. Donc si on vise le marché du Niger-Nigeria, où on peut y aller par route, et la fameuse transsaharienne dont on parle beaucoup, on peut en parler aussi parce que c'est un autre chapitre, la transsaharienne, elle a des qualités et des défauts, mais qui sont en train de s'améliorer. Oui, mais est-ce qu'une seule compagnie pourra gérer ces flux? Non, c'est clair. Voilà. Je pense qu'au niveau du ministère du Commerce, il prévoit de rajouter les autres sociétés privées de transport. Il n'y a pas que Logitrans. Justement, on ne va pas accabler M. Messab avec toutes les questions. Il n'a pas sûrement toutes les réponses puisque vous êtes un opérateur. Justement, une question par rapport à la logistique. Cette zone de libre-échange continentale africaine, elle prévoit que les États signataires puissent y mettre du sien et, entre autres, mettre en place des réseaux logistiques performant, puisque le logistique concourt en une grande partie dans le potentiel des produits à pouvoir être concurrentiels ou pas. Aujourd'hui, dans quoi s'engagent ces pays-là, en plus de l'Algérie, pour pouvoir améliorer les moyens logistiques? Effectivement, mais avant de répondre d'une manière générale concernant l'Afrique, on va répondre concernant l'Algérie. Oui. L'Algérie, dans sa politique d'exportation, de promotion des exportations hydrocarbures, elle n'a pas attendu la ZLECAf pour travailler à améliorer l'aspect logistique pour le transport des produits. Effectivement, actuellement, avec le commerce traditionnel de l'Algérie, la logistique elle est performante au nord, là où il y a les ports. Maintenant, avec l'ouverture du poste frontalier avec la Mauritanie, et l'appétit vient en mangeant, il y a des opérateurs privés qui se sont lancés dans les plateformes logistiques au niveau des zones frontalières. Ce qui va permettre, sans nul doute, de désenclaver les zones frontalières, là où il y a avec le Niger, le Mali, avec la Mauritanie. Il y aura des zones frontalières, il y aura des plateformes logistiques au niveau, sur le territoire national algérien. Et en contrepartie avec le pays ciblé, il y aura déjà, comme dit mon collègue, déjà les routes pour acheminer tous les produits dans les 48 heures et les 3 jours pour aller vers le marché final. Ceci dit, dans toutes les opérations du commerce extérieur, la logistique, elle est primordiale. Il y a un coût. Quand on envoie un conteneur ou bien des camions de Logitrans vers la Mauritanie pleins à craquer, et en contrepartie, ils reviennent vite, oui. C'est un coût. C'est un coût qui va revenir un effet pervers sur le produit lui-même qui a été exporté. Il va être vendu très cher. Il n'y a pas de... C'est pour cela qu'il y a toujours une relation entre toutes les opérations du commerce extérieur. Et maintenant, le gouvernement il est en train de travailler pour améliorer le commerce de troc.
Comme ça, s'il y a des produits qui partent vers la Mauritanie, il y aura en contrepartie, Logitrans va ramener Logitrans ou bien d'autres opérateurs qui vont investir dans ce domaine, revenir avec d'autres produits et ça va diminuer le coût et ça va permettre aux produits algériens d'être concurrents. Aujourd'hui, est-ce que la transsaharienne peut apporter une partie de la solution sur le plan logistique, quand on parle de l'Algérie, bien sûr? Oui, tout à fait. Je pense que la transsaharienne, elle est primordiale, elle est très importante. Il y a des tronçons qui doivent être revus, c'est-à-dire d'Alger. C'est passé tellement de temps depuis le démarrage des travaux jusqu'à aujourd'hui que il y a des tronçons qui doivent déjà être repris ou retravaillés. Oui, tout à fait, parce qu'il y a déjà un flux important, pas seulement, comme vous l'avez dit, on n'a pas attendu que la ZLEC soit là, c'est déjà utilisé. Oui. Donc, si vous prenez le tronçon entre El Golea, Le Mnea à Ain Salah, Tamanrasset, c'est déjà assez utilisé. Ça doit être remis à jour. Et il y avait un tronçon qui existait entre Tamanrasset et Anguizam de 110 km qui était complètement, qui devait être refait. Je pense que ça a été repris maintenant. Mais une fois que tout ceci est remis en bon état, au contraire, ça ne peut que faciliter parce qu'en quelques jours, vous êtes à la frontière et en 15 jours, vos produits frais sont sur le marché du Niger, voire le Nigeria. Donc, et on parle des produits algériens qui sont déjà dans toutes ces grandes villes, de Bamako à Niamey, à Gao, à Agadez, Arlit, au Niger, au Mali. Tous les produits algériens sont présents, pas de façon officielle, mais en faisant ce dont nous parlons maintenant, ça va devenir officiel et le potentiel va être encore multiplié par 2, 3, 4, 5. Il suffit de faire les routes. Et on verra, ça va rouler normalement, en laissant les privés faire leur travail, le marché va venir. Parce que de l'autre côté, les gens ne connaissent pas bien les produits algériens, pas assez en tout cas, ils les connaissent, mais pas assez. Oui. On les connaît un petit peu au Mali, au Niger, mais si vous allez un peu plus loin, au Nigeria, au Burkina, c'est pas encore, ça devrait être beaucoup plus que ça, et le potentiel, il y est. Donc si on a ce potentiel-là, si on l'exploite un petit peu plus, on aura, la transsaharienne va certainement apporter beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que cette prise en charge de l'aspect logistique doit venir en amont. Il ne doit pas attendre que les exportateurs augmentent le flux d'exportation. Parce que ça, c'est quelque chose qui est évident, mais entre-temps, il y a des sceptiques concernant cette zone de libre-échange continentale africaine. Le président de l'ANEXAL, qui est le représentant de l'association des exportateurs algériens, il dit « Toute ouverture nous est préjudiciable ». Il pense en ce sens que les opérateurs économiques algériens exportent déjà très peu. Et que le fait de se mettre dans une zone, de s'exposer dans une zone de libre-échange continentale avec des opérateurs qui, eux, sont extrêmement offensifs, cela est peut-être très dangereux pour l'activité de ces entrepreneurs. Qu'en pensez-vous, Nadir Barboura? Ça dépend de la nature des produits. Je suis un peu d'accord avec le président d'ANEXAL. C'est vrai que y a pour calculer son prix export, et être compétitif, voilà, il y a un coût de transport qui est très bon. Il faudrait imaginer aussi, je ne sais pas trop, un autre mode de transport et ne pas aller que par route. Maintenant, pour revenir à la question soulevée, eux aussi, ils attendent l'ouverture du marché algérien, parce que l'export et l'import, c'est un effet miroir. Oui. Il n'y a pas d'export sans import. Vous vendez à un pays X ou à un client X, de l'autre côté, il y a un importateur Y et vice-versa. Oui. Donc eux aussi, ils attendent beaucoup de cette zone. Et les producteurs locaux doivent aussi se préparer à l'arrivée de produits qui vont les concurrencer. Certainement. Je parle surtout des produits agricoles. Je vois pas. Bon, mis à part les fruits exotiques, mais bon, pour vous dire, déjà, le troc qui se faisait depuis toujours. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont des produits aussi qui peuvent nous intéresser. Jusque maintenant, les finances publiques étant ce qu'elles sont, le commerce extérieur a beaucoup travaillé et il a été extrêmement sollicité par le biais de mesures, de leviers qui permettent justement de limiter les importations.
pour protéger les producteurs locaux, d'une part, et puis aussi pour contenir la facture d'importation. Demain, la zone de libre-échange continental africain peut-elle faire l'objet, en tout cas pour l'Algérie, de mesures particulières pour continuer dans la même logique, c'est-à-dire protéger les marchés des producteurs locaux, ou bien est-ce que l'on va devoir suivre la feuille de route de cette zone? Les mesures d'encadrement du commerce extérieur, dès leur instauration, on était clair avec les opérateurs économiques. On avait dit que c'était des mesures temporaires. Ce n'est pas des mesures qui vont demeurer dans le temps. Ceci dit, vous parlez des mesures d'encadrement du commerce extérieur. De protection, de protection. Et donc pas d'interdiction, mais disons... d'encadrement du commerce extérieur. En ce moment, c'est une taxe. Hein. Demain, on ne sait pas ce que ça sera. Vous avez dit que c'était temporaire. Okay. C'est temporaire. Maintenant, c'est le fameux droit additionnel provisoire de sauvegarde. Comme le nom l'indique, il est provisoire et il vise la sauvegarde de la production nationale. D'accord. Concernant son aspect avec la ZLECAf, nous, dans notre esprit, on va évoluer vers une autre forme de protection. On doit aller vers une forme universelle, celle des normes, celle de la qualité. Nous, le gouvernement algérien a instauré ces mesures d'encadrement pour donner le temps aux opérateurs économiques de s'améliorer, de se renforcer. De leur permettre un retour sur leur investissement, parce qu'il y a des investissements lourds qui ont été consentis par des opérateurs algériens. Et on ne se voile pas la face. Des produits qui sont importés, il y a beaucoup de zones, de pays qui subventionnent leurs exportations. C'est pour cela qu'il y a en contrepartie des mesures de sauvegarde. Oui. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Maintenant, on est en train d'utiliser les instruments préconisés par l'Organisation mondiale du commerce, même si on n'est pas membre, mais on a fait des mesures de défense commerciale avec des mesures de sauvegarde temporaires jusqu'à ce que la balance des paiements puisse être récupérée. Voilà, madame. Alors, on va dire que ce n'est pas ça pourrait être antinomique, ces mesures de préservation provisoire et l'entrée en vigueur d'une zone de libre-échange. On revient un petit peu en arrière des zones de libre-échange. On en a fait l'expérience également avec la ZAL, la zone arabe de libre-échange. Et force est de croire que cette zone a été un flop pour les entreprises algériennes. En tout cas, beaucoup d'entre elles témoignent cela aux médias et disent qu'elle n'a pas eu des retombées attendues, elle a même eu des retombées néfastes pour un certain nombre de filières. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne risque pas d'être dans le même scénario, selon vous, Abdelrahman Msaab? Écoutez, moi, en ce qui concerne l'Afrique, au contraire, parce que bon, je suis pas... Si l'on devait comparer les deux zones... ils sont complètement différentes. Si on prend l'Afrique, par exemple, quand vous avez une zone, comme par exemple l'UMOA qui existe, aujourd'hui, pour un producteur algérien, je prends l'exemple du produit vétérinaire ou du produit pharmaceutique. On va prendre le cas du vétérinaire. Aujourd'hui, si vous allez avoir votre AMM au niveau de l'UMOA... L'autorisation de mise en marché des produits vétérinaires. Ça se passe actuellement. Par exemple, pour le produit vétérinaire, ça se passe au Burkina. Et une fois que vous avez votre autorisation, vous pouvez vendre sur les 8 pays automatiquement. Oui. Donc vous voyez l'avantage que ça a. Donc ces avantages, ils existent pour la CEDEAO, pour certaines institutions, et pour certains produits sensibles, tels que les produits pharmaceutiques ou les produits vétérinaires, ça vous facilite l'entrée de tous ces marchés-là. Donc on ne peut pas comparer par rapport à la zone arabe, mais les zones qui existent actuellement en Afrique, que l'Algérie peut exploiter, au contraire. Pourquoi la zone arabe de libre-échange ne contenait pas de dispositions à caractère fiscal ou douanière qui étaient homogènes ou qui permettaient en tout cas le même traitement aux pays qui font partie de cette zone? Non, je dirais autrement. Je dirais que les économies des pays arabes n'étaient pas complémentaires. C'est pour cela qu'on trouvait beaucoup de produits qui concurrençaient la production nationale. Et du moment que la production nationale n'était pas prête à une telle envergure d'ouverture du marché extérieur, elle a trouvé des difficultés. Oui. Maintenant, on essaie de récupérer le tir avec des mesures d'accompagnement, avec des allègements des procédures pour permettre
aux opérateurs algériens d'exporter. On est conscient des difficultés qu'ils rencontrent, soit dans le système bancaire, ou bien de douane, ou bien au sein du ministère du Commerce. Nous, on travaille maintenant conjointement pour trouver des solutions allant dans le sens d'un changement réel. On parlait tout à l'heure avec mon collègue concernant le système bancaire. Dernièrement, ces jours-ci, il y a eu un conseil d'hommes d'affaires algéro-mauritanien. Il y a eu une réunion entre les banques algériennes et les banques mauritaniennes pour trouver des solutions au financement de part et d'autre. Il y a même une banque algérienne qui est en train de faire des prospections pour ouvrir des filiales à l'étranger. Tout ça... Cette banque algérienne, c'est la banque, la BEA. La BEA. C'est la BEA. Oui, ben on en parle depuis des plombes. Exactement. Maintenant, on attend encore que la BEA... Mais au moins, ils ont pris conscience, ils sont en train... Tout ça... Mais qu'est-ce qui coince? Jusque maintenant, ça fait un moment que la BEA a pris conscience, ça fait longtemps que l'on a annoncé même l'ouverture de bureaux de la BEA dans des pays où il y a un flux, enfin, où en tout cas il y a une opportunité d'exporter, mais aucun bureau n'a été ouvert jusque maintenant. Je pense qu'il y a une procédure lourde pour ça, madame, du moment que ça, c'est la première fois qu'une banque algérienne a l'aspiration d'ouvrir des bureaux, une liaison à l'étranger. Donc je pense qu'il y a des contraintes internes aussi au secteur des finances, mais je pense qu'il y a maintenant la volonté pour aller de l'avant. Il y a des agréments certainement. Exactement, je pense ça, c'est pas d'autant plus que c'est nouveau pour elle. Il faut rappeler aussi qu'en Algérie, il existe des banques privées qui, elles, ont un réseau international et qui commencent à penser à utiliser ce réseau international pour pouvoir rendre la vie plus facile, on va dire, à leurs clients qui souhaitent exporter. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet de ce soir. On va continuer justement avec ces zones. Et vous avez parlé de l'UMOA, l'Union monétaire Ouest-Afrique, qui est donc une union monétaire, comme son nom l'indique. Mais ce n'est pas la seule. Il faut savoir qu'en Afrique, il existe également le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la COMESA. Il y a la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, la Communauté de développement d'Afrique australe, la SADC. Il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes vous les citer. Il y a également la CEDEAO. Toutes ces communautés existent depuis très longtemps. L'Algérie ne fait partie d'aucune de celles-ci. Comment est-ce que ces communautés vont-elles se fondre ou pas dans la zone de libre-échange continentale africaine? Est-ce que les mesures, ou en tout cas les facilitations qui sont pratiquées dans ces sous-régions vont être appliquées ou fondues dans la zone de libre-échange continentale? Comment ça va se passer? Je ne sais pas qui a la réponse. Allez-y, Khaled. Une partie de la réponse. Oui, allez-y. Il y a actuellement 8 CER au sein de l'Afrique. CER, c'est-à-dire? C'est Communauté économique régionale. D'accord. Dont il y a l'UMOA de l'Algérie et les membres. Ah, d'accord, rectification donc. Il y a l'UMOA, même si elle n'est pas activée, si elle n'est pas réactive maintenant, mais elle existe dans les statuts de l'Union africaine comme une zone, un CER. Et l'Algérie fait partie de l'UMOA? Non, UMA. Je parle de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. Non, géographiquement, non, madame. Bien. Voilà, je me disais que j'étais passée à côté de quelque chose de très important. C'est l'UMA, pardon, j'ai dû me tromper. C'est l'UMA. Toutes ces CER ont été créées aussi dans le but d'une union de ces CER pour uniformiser et pour avoir 7 ZLECAF. Ils ont commencé au niveau régional, des intégrations régionales, Afrique Est, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, pour harmoniser le tarif douanier et la réglementation en matière du commerce extérieur, et ensuite faciliter le travail entre ces CER pour avoir une zone continentale de libre-échange. C'est pour vous donner un historique de ces CER. Maintenant, toutes les pratiques qui sont au sein des CER, elles sont régies par les règles de l'OMC et les règles du commerce extérieur, concernant les règles d'origine, le règlement des différends, ou bien l'accès au marché des marchandises et des services. Tout ça va nous ramener d'ici une année vers la finalisation des modes opératoires concernant l'accès lui-même. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'accès des marchandises et des services. Mais des biens et produits. Oui, biens et produits, mais beaucoup plus concernant les biens et produits, il y a la fameuse règle d'origine.
toute la négociation, c'est l'angle le plus intéressant, le plus important dans une zone de libre-échange, c'est les règles d'origine des produits. On ne peut pas accorder une exonération des droits de douane du moment que le produit n'a pas l'origine africaine. Oui. Il y a maintenant, actuellement, il y a des négociations qui sont en cours, qui sont en train de voir chapitre par chapitre du tarif douanier et se mettre d'accord au niveau africain pour avoir à la fin, d'ici la fin de l'année, toute la procédure concernant les règles d'origine. Et à partir de là, la zone peut être effective. Un peu ce qui s'est évité, l'écueil dans lequel s'est retrouvée l'Union africaine pour un certain nombre de produits qui sont fabriqués ou qui sont d'origine chinoise ou autre. Je parle de la Chine parce que c'est le pays où les produits se font de manière la plus concurrentielle et qui se retrouvent être CE et donc bénéficier de la tarification douanière. Votre point de vue, Abdelrahman Messaad, par rapport à cet apport des sous-régions qui aujourd'hui apportent énormément en tout cas aux pays qui en font partie et pas à l'Algérie en tout cas. Ben, écoutez, ça a servi de laboratoire, on va dire, entre guillemets, parce que effectivement toutes ces zones-là aujourd'hui, elles fonctionnent correctement dans ces pays africains. Oui. Donc demain, ça va être tout à fait naturel pour eux de se fondre dans la zone de libre-échange. Bien sûr, il y aura toujours des choses à revoir, surtout au niveau de la douane, mais ça va apporter beaucoup plus de choses à toutes ces économies-là, y compris l'Algérie. L'Algérie a peut-être n'a pas fait partie de ces régions-là. N'a pas fait cette expérience, en fait. N'a pas fait cette expérience où il y avait des contraintes peut-être qui ne correspondaient pas à ce que l'Algérie souhaitait il y a quelques années, mais aujourd'hui les choses changent. Oui. On espère qu'il y aura des ententes ou des accords avec certaines de ces régions-là, parce que ça devient nécessaire, surtout pour certaines industries comme les laboratoires pharmaceutiques ou bien les produits vétérinaires. Le potentiel, il est énorme, surtout sur les pays côtiers, et l'Algérie ne fait pas partie, donc ça pénalise surtout l'investissement qui a été fait en Algérie dans le domaine pharmaceutique notamment. Dans le domaine pharmaceutique et le domaine vétérinaire. Il y a un potentiel énorme que nous ne sommes pas en train d'exploiter. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu une foire ici ou un événement ici où on a eu tous les pays africains qui venaient, ils étaient très impressionnés par ce que nous avons en Algérie, mais qu'on n'est pas en train de l'exporter vers ces pays-là. Oui. Mais pour revenir à votre souci, parce que vous disiez que vous étiez un peu... voilà, vous n'étiez pas très positif par rapport à la zone de libre-échange. Non, pas du tout. Non. Ça risque d'être négatif. Non, c'est-à-dire que c'est un risque et voilà, il faut le calculer. Il faut le calculer, il faut le prévoir. Oui, mais regardons la réalité. Qu'est-ce qu'on a autour de nous? Qui est-ce qui peut rentrer en Algérie? En parlant de l'immédiat, on a les pays limitrophes. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment un très grand risque qui peut venir de ces pays limitrophes. Ça peut peut-être venir de l'Afrique du Sud. Justement, il nous reste environ 10 minutes avant la fin de cette émission. Et on va parler à présent des contraintes qui sont justifiées. Beaucoup d'opérateurs sont dans la crainte, en tout cas pour ceux qui ne sont pas, dont les produits ne sont pas traditionnellement vendus dans ces régions-là. C'est un peu votre cas, Nadir Barboura. L'informel, pour ne parler que de cela, consiste à environ, selon les chiffres de EY, entre 40 et 60% de l'économie africaine est informelle aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose, c'est l'un des éléments qui repousse les opérateurs, selon vous, à exporter leurs produits ou à, en tout cas, faire des affaires dans ces régions-là? Il y a surtout le risque paiement. Enfin, on n'en a pas vraiment parlé. Oui. Et par rapport à la Mauritanie, je crois que c'est là que ça se coince. Enfin, par rapport, voilà, nous, on a un paiement qui est plus ou moins obligatoire, qui est la lettre de crédit. Et d'autres pays, non, ils ont d'autres modes de paiement. Donc là, c'est déjà... pour revenir... déjà, l'acte lui-même à l'export, il y a beaucoup de difficultés. Et c'est vrai que le marché informel fait beaucoup ombre aux opérateurs, on va dire, qui fabriquent et qui sont dans le formel. Qui souhaitent travailler dans le circuit formel, surtout. Formel, voilà. Oui. Maintenant, l'acte lui-même à l'export, c'est vrai, il y a des contraintes, il y a une lenteur administrative, enfin, il y a des imprévus, la logistique fait beaucoup défaut.
Et voilà, tout ça, c'est décourageant, ça freine. Ça freine et ça ajoute des coûts aussi. Hein, voilà, et évidemment. même pour ne pas parler des soutiens enfin de l'FSPE, ça... Oui, du fonds spécial pour la promotion de l'exportation. Oui. Oui. Que les exportateurs attendent toujours. Hein. C'est un fonds qui existe, mais est-ce qu'il est effectif? Est-ce qu'il concourt? Est-ce qu'il aide? Est-ce qu'il supporte les exportateurs aujourd'hui? Je pourrais parler... allez-y, Nadir Barbora. De petite expérience. Enfin, c'est les premières touches qu'on a fait à l'export. Et c'est vrai que... Enfin, on préfère utiliser nos propres moyens parce que, voilà, c'est le parcours du combattant, en fait. Il y a beaucoup de... Bon, pour vous dire un cas concret, on a participé, enfin, on s'est regroupé, on s'est entraidé entre exportateurs et on a participé à la foire de Moscou. Et donc, pour les échantillons, voilà, on a pris... un certain nombre d'échantillons pour pouvoir les exposer dans la foire de Moscou, allez-y. Voilà, exactement. Et là, sur le salon, à notre étonnement, 3 jours pour qu'on ait récupéré nos échantillons. Donc on est resté, sur les 4 jours, on est resté 3 jours, oui. pratiquement voilà, dans la personne qui était chargée. Voilà, à ne rien exposer. Vous aviez un stand vide. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour un certain nombre d'opérateurs qui devaient participer à des foires au Canada notamment, qui avaient un contingent de dates. Et ces dates sont arrivées en retard et puis elles étaient, pour vous dire, pour la participation gâtées. De Washington DC, il y en a qui n'ont même pas encore récupéré depuis septembre. Ils n'ont pas encore récupéré leurs échantillons. Et pour quelle raison, selon vous, c'est dû à quoi? C'est dû... bon. C'est pas du fait. Non, pas du tout. FSPE. Il est en train de dire que c'est de votre faute, hein, à tous les coups. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est extrêmement complexe. On a beaucoup d'interlocuteurs. Ajax, Kajax, Safex, CX. Voilà, pourquoi pas les regrouper qu'on ait en face un organisme, un seul guichet, ça serait plus simple pour tout le monde. Les douanes, il faut Je crois que vous venez de parler d'une question qui a fait l'objet d'une actualité pas très positive à un moment donné, où on a parlé de retour de produits exportés. Une partie de ces produits qui a fait l'objet de retour n'était pas en fait aux normes, mais simplement parce qu'elle devait être exposée dans une foire. Je crois que l'exemple, c'était d'un opérateur qui devait exposer au Canada des dates. C'est vrai que ce genre de choses, ça décourage Khaled Bouchlar. Mais sincèrement, c'est des cas isolés, c'est pas des cas qui arrivent tous les jours. Mais je voudrais juste rassurer mon collègue que effectivement, on est conscient des problèmes du FSPE et ça fait presque une année, on est en train de réfléchir à une refonte complète de ce dispositif pour aller en binôme avec les opérateurs économiques pour enlever ces entraves concernant le FSPE, parce qu'il y a une bureaucratie concernant le remboursement de certains frais. Voilà, pour arriver au remboursement, pour dire le remboursement, ça prend beaucoup de temps, effectivement. On a pris part, enfin, litige avec l'administration. Et voilà, pour vous dire, mais je vais dire, mais très cru comme ça. Oui. On nous a répondu, bon, à force de faire des allers-retours, il faut voir aussi où est-ce qu'on est. Il y a des opérateurs qui sont dans la région d'Alger, tout est centralisé. Mais l'opérateur qui est à Biskra ou à Oran ou je ne sais pas trop où, voilà, il doit faire des déplacements et ça devient... Et donc le remboursement prend beaucoup de temps. Une personne m'a dit, enfin, pas directement, mais bon, il m'a dit c'est ton fils qui va encaisser le remboursement. C'est-à-dire. Donc ça veut tout dire. Il insinue que ça va prendre 15 ans. Ouais, d'accord. Voilà. Donc vous pouvez attendre que votre fils grandisse et reprenne le relais, c'est ça? Non, je peux. Ça, c'est une façon de vous dire, on ne vous donne pas l'argent. Hein. C'est quand même assez grave comme réponse. Il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup, voilà, on doit faire des heures de vol, on doit se déplacer. On ne va pas dans d'autres pays pour visiter, voilà, c'est pour confirmer, pour faire des contrats et autres. Mais voilà. Ils veulent s'assurer qu'on ne vous paye pas des frais de tourisme, en fait, c'est ça. Hein. Tout à fait. Mais de quelle manière, justement, ce FSPE peut-il être revu pour faire en sorte que l'opérateur ne soit pas obligé d'attendre que son fils prenne le relais pour toucher les frais de... Pour répondre à sa question, sa préoccupation, je dirais que actuellement, on est en train d'apurer la situation des 2 années précédentes. Donc il y a effectivement
un chantier au sein du ministère du Commerce. Je ne vais pas entrer dans le détail pourquoi du comment, mais personnellement, je suis en train de signer les mandats concernant le FSPE. Et je peux vous assurer que je signe des tas. Combien d'entreprises attendent d'être payées? Le bilan, je ne l'ai pas en mémoire, mais la dernière fois, c'était presque 200 dossiers. Je dirais 200 dossiers. Chaque dossier peut contenir 2 ou 3 factures. Et ça représente un montant de combien, selon vous? Sincèrement, je n'ai pas le montant final, je n'ai pas le montant global. Mais pour ce qui est du FSPE, d'une manière générale, le remboursement, je peux vous dire qu'on est en train de travailler pour l'alléger. Ça, je tiens à le souligner. Khaled Bouchlarim, vous avez dit qu'actuellement vous travaillez pour assainir les 2 ans d'impayés de ce compte FSPE auprès des exportateurs. À l'issue de cet assainissement total, est-ce que le FSPE va continuer à fonctionner de la même manière ou bien est-ce que l'État proposera autre chose ou une façon différente de traiter? Actuellement, on est en train de travailler sur l'ancien dispositif, mais en parallèle, on est en train de travailler avec le ministère des Finances et quelques opérateurs pour avoir une solution à ce problème. Je voudrais juste retourner sur la question des produits qui étaient exportés vers le Canada, la date, pour souligner le fait que c'était un problème de transit et que les produits qui ont été arrivés au Canada, ils étaient arrivés à un week-end. Et le transitaire n'était pas là, il était chez lui. Sans les papiers de transitaire. Donc, pour souligner que ce n'était pas un problème de produit lui-même. Le produit qui a été exporté de l'Algérie vers le Canada, c'est le process. Il était propre à la consommation et selon les normes internationales. Oui, ça, je crois qu'on l'a dit. On a eu justement des représentants du ministère du Commerce qui ont dit que c'était un problème de process, que le transitaire n'a pas fait son travail. Malheureusement, voilà, ce sont des bribes d'informations. On va mener l'enquête. C'est une histoire qui est dépassée. Je voudrais qu'on finisse sur... désolée, sur une note un peu indélicate, c'est sur justement cet informel qui fait peur aux opérateurs exportateurs. Aujourd'hui, si l'on devait, vous qui êtes basé depuis 15 ans dans l'Afrique de l'Ouest, si l'on devait donner des conseils aux opérateurs exportateurs pour se prémunir de certaines méthodes, on va dire frauduleuses, qui pourraient rendre la vie cauchemardesque à ces exportateurs, quels seraient ces conseils? D'accord, je voudrais juste corriger. Je ne suis pas en Afrique depuis 15 ans. J'ai grandi au Niger, mes parents étaient en Afrique depuis 1960, bien avant l'indépendance de l'Algérie. Donc je suis africain, algérien. Mais votre entreprise, cela fait 15 ans qu'elle opère dans l'Afrique de l'Ouest, c'est bien ça? C'est vrai que j'ai pris les règnes depuis 15 ans moi-même et je gère... mais le détail était nécessaire à préciser, allez-y. Donc si vous voulez, aujourd'hui, c'est peut-être le réseau de distribution à l'ancienne en Afrique de l'Ouest qui peut être perçu comme informel. Mais tout à l'heure, en parlant de la distribution, on avait dit que les modes de consommation étaient en train de changer en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, et de façon très rapide. Avant, il y avait des marchés qui existaient dans les grandes villes. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de petits supermarchés. Donc, pour un opérateur algérien, c'est le réseau de distribution qui peut-être dans certaines villes est à l'informel. Mais lui, il n'est pas censé travailler à l'informel. Lui, il est censé trouver un importateur qui va le payer de façon officielle, qui va prendre son produit. Donc c'est la distribution locale qui est peut-être dans certaines régions à l'informel. Mais attention, il y a l'informel africain qui des fois est super bien organisé, qu'on ne le croit. Qui est en fait un système en place, quoi. C'est un système. Oui, je vous donne juste un simple exemple. Vous prenez oui, un peu comme chez nous, voilà, oui, c'est ça. Vous prenez le Nigeria, qui est le pays, on va dire, où tout le monde a vraiment peur d'y aller, alors qu'au contraire, là où il y a le risque, c'est là où on peut gagner le plus. Vous prenez le marché du Surtout Nigeria. que c'est un marché à fort potentiel, voilà. Très grande population, un pays bien en croissance. Voilà, vous prenez le marché du Nigeria, vous prenez la ville de Kano, qui fait 25 millions d'habitants, et dans le marché de Kano, si un des opérateurs qui est connu ne respecte pas le règlement qu'ils ont à l'intérieur, il est banni par toute la communauté. Toute la communauté. Oui. C'est-à-dire que s'il va copier une marque que quelqu'un fait pour faire de la contrefaçon, tout le marché ne va plus travailler avec lui. Donc il y a une solidarité au niveau de la communauté de cette région. Voilà. Mais simplement, pour arriver à ce niveau de communication dans ces marchés-là, il faut du temps, il faut connaître, il faut savoir comment rentrer. Il faut vivre avec. Voilà, il faut les connaître. Mais quand on ne les connaît pas, on est à l'extérieur, on a l'impression que tout est informel,
tout n'a pas de sens, mais au contraire, une fois que vous êtes à l'intérieur, c'est très très bien organisé. Il faut rappeler que, eu égard à votre expérience et votre vie là-bas, vous parlez également le Hausa. Le Hausa, et mine de rien, la langue, ça aide énormément à pouvoir faire des affaires. Tout à fait. On arrive au terme de ce débat. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été des nôtres pour parler de l'exportation en Afrique et plus précisément de la zone de libre-échange continentale africaine. J'avais le plaisir d'avoir avec moi M. Abdelrahman Msaab du groupe Al Muqaddam, M. Nadir Barboura, exportateur et président du Conseil interprofessionnel d'arboriculture et fruitière. Merci d'avoir été parmi nous. Et M. Khaled Bouchlaram, directeur général du commerce extérieur par intérim au ministère du Commerce. Vous revoyez notre émission demain entre 11h et midi sur notre chaîne, sinon le replay sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Très bonne soirée à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine.